Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire secrète. Une histoire qui fait froid dans le dos. Celle des moments où le monde a frôlé l'apocalypse nucléaire. Des instants où tout aurait pu basculer à cause d'une simple erreur, d'un malentendu. Des moments où notre destin ne tenait vraiment qu'à un fil. Quand on pense à la guerre froide, l'image qui vient tout de suite, c'est la crise des missiles de Cuba. On a l'impression que c'était le grand moment de tension, un événement unique. Mais si, en réalité, ce n'était pas une exception, mais plutôt le symptôme le plus connu d'un problème bien plus récurrent. C'est vraiment la question qu'on va creuser. Parce que oui, ces fameux 13 jours d'octobre 1962 ne sont en fait qu'un chapitre d'une histoire bien plus longue et angoissante. Une histoire remplie de quasi-catastrophes, un schéma qui s'est répété encore et encore, et qui, on va le voir, est toujours d'actualité. Alors pour bien comprendre ce schéma, on va se pencher sur 4 moments clés. Bien sûr, la crise de Cuba en 62, mais aussi la guerre du Kippour en 73, l'exercice Able Archer en 83, et on va même se projeter dans un scénario futur, mais très plausible, en 2025. Chacun de ces cas nous révèle une facette différente de cette même menace permanente. Alors, commençons par le début, l'étincelle initiale. Parce que toute crise, même la plus complexe, démarre toujours de la même façon. Un seul événement qui, soudain, met le feu aux poudres. Et ce qui est frappant quand on regarde ce tableau, c'est à quel point ces déclencheurs sont différents. En 62, c'est un acte stratégique majeur. En 73, une guerre conventionnelle. En 83, c'est un simple exercice militaire qui est complètement mal interprété. Et dans notre scénario futur, un acte terroriste. Ça montre bien que l'étincelle, elle peut vraiment venir de n'importe où. Donc le point essentiel à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin vers le gouffre. Ça peut être une agression directe, un conflit régional qui dégénère, ou, et c'est peut-être le plus effrayant, une simple et terrible erreur de jugement. On en arrive à notre deuxième partie, le fameux brouillard de la guerre. Une fois que la crise est lancée, il y a un autre facteur qui devient absolument crucial, la communication, ou plus précisément, son échec. Cette phrase de John F. Kennedy, elle est d'une lucidité incroyable, surtout quand on pense qu'il l'a prononcée en 1961, soit un an seulement avant la crise de Cuba. Il avait déjà tout compris. Le vrai danger, ce sont les malentendus, l'incompréhension, bref, l'erreur humaine. L'exercice Able Archer en 83, c'est l'exemple parfait. D'un côté, pour l'OTAN, c'est juste un exercice, une simulation de routine pour tester les procédures. Mais de l'autre côté, à Moscou, le climat est à la paranoïa la plus totale. Et cet exercice, si réaliste, est perçu comme un camouflage pour une véritable attaque surprise. On a deux réalités complètement parallèles qui foncent droit l'une vers l'autre. Et la conséquence de ce malentendu est absolument terrifiante. Les Soviétiques placent leurs forces nucléaires en alerte maximale. Les missiles sont prêts à être tirés. Pendant plusieurs jours, le monde a frôlé une guerre nucléaire qui n'aurait pas été déclenchée par une agression, mais par une pure erreur d'interprétation. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus tendu, le point de non-retour. C'est cette phase où les tensions montent, cran par cran. Chaque action entraîne une réaction, et la situation s'emballe dans une spirale qui semble incontrôlable. La crise de 1962, c'est vraiment le cas d'école de cette échelle d'escalade. Chaque mouvement, chaque décision politique ou militaire fait monter la tension d'un cran. C'est comme si on gravissait une échelle qui mène tout droit au bouton de lancement. Et la pression sur les dirigeants devient alors inimaginable. Le 27 octobre 1962, un avion espion américain U-2 est abattu. Le pilote est tué. À Washington, c'est l'ébullition. Les généraux poussent Kennedy à riposter immédiatement. La pression est à son comble. C'est un moment de bascule absolue. Et ce que très peu de gens savaient à l'époque, c'est que juste en dessous, dans l'océan, il y avait 4 sous-marins soviétiques, et chacun était armé d'une torpille à tête nucléaire. L'un d'entre eux, harcelé par la marine américaine, s'est retrouvé à 2 doigts de la lancer. Une seule décision qui aurait déclenché la fin du monde. On retrouve ce même schéma en 1973 avec la guerre du Kippour. Ça commence comme un conflit régional, mais ça se transforme très vite en une confrontation entre superpuissances. Moscou livre des armes à l'Égypte et la Syrie, Washington fait de même pour Israël. Et quand l'URSS menace d'intervenir directement, les États-Unis répondent en mettant toutes leurs forces nucléaires en état d'alerte. La logique de l'escalade est implacable. Et ne pensons pas que cette logique a disparu. Dans un scénario moderne entre l'Inde et le Pakistan, les nouvelles technologies comme les drones ou les frappes de précision ne font qu'accélérer cette montée en tension. Le temps pour prendre une décision se réduit à quelques minutes, ce qui augmente de façon vertigineuse le risque d'une erreur fatale, surtout si une frappe a lieu près d'un site de stockage nucléaire. Bon, si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que
Heureusement, à chaque fois, quelqu'un a réussi à faire marche arrière. C'est la phase de désescalade. Mais alors, comment on fait pour reculer quand on est au bord du précipice? En observant ces crises, on peut presque esquisser un manuel de la désescalade. Première étape, ouvrir des canaux de communication secrets, discrets, comme l'ont fait Robert Kennedy et l'ambassadeur d'O'Brien. Deuxième étape, utiliser la pression internationale, comme le cessez-le-feu de l'ONU en 1973. Et enfin, l'étape la plus difficile, la retenue. En 1983, les Américains ont compris la panique des Soviétiques et au lieu de surenchérir, ils ont choisi de ne rien faire. Un choix courageux qui a cassé la spirale. D'ailleurs, l'une des conséquences les plus concrètes de la crise de 1962, c'est la création de cet outil, le fameux téléphone rouge. Alors en réalité, ce n'est pas un téléphone, c'est une ligne de communication directe par écrit, mais son but est simple, faire en sorte que les dirigeants puissent se parler directement, sans filtre et sans délai, pour éviter les malentendus qui pourraient être catastrophiques. On en arrive à notre dernière partie. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les leçons du passé qui peuvent nous éclairer pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain? S'il ne fallait retenir que quelques leçons, ce serait celle-ci. Premièrement, la plus grande menace n'est pas forcément la malveillance, c'est l'erreur de calcul. Deuxièmement, l'outil le plus puissant pour la paix, ce n'est pas une arme, c'est une communication claire. Et enfin, au bout du compte, tout repose sur des décisions humaines, prises sous une pression extrême. La technologie change, les missiles sont plus rapides, mais cette dynamique, elle, ne change pas. Et on termine sur cette question. Est-ce que le fait de connaître ces histoires, de comprendre ces mécanismes, est-ce que ça suffit pour nous garantir de ne pas refaire les mêmes erreurs? L'histoire nous donne des avertissements, des leçons parfois douloureuses. Mais au final, c'est à chaque génération de décider si elle veut ou non les écouter.